Je m'appelle donc Charlotte, je suis en fait une ancienne étudiante à la maîtrise en psychoéducation. La psychoéducation qui est un domaine spécifique au Québec. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à ce sujet. Donc, dans le cadre de mon mémoire, je me suis intéressée au trauma chez les personnes autistes, plus particulièrement aux sources. Donc, quelles sources de trauma sont considérées, en fait, quelles sources de la vie quotidienne sont considérées traumatiques chez les personnes autistes. Donc, je vais vous donner un peu de mise en contexte. Je sais que vous avez vu quelques informations plus tôt, mais je vais quand même vous expliquer un peu ce qui a basé mon intérêt sur ce sujet. Je vais rapidement parler de comment j'ai procédé à l'étude, puis enchaîner avec le titre. Donc, d'abord, on sait que les personnes autistes sont plus vulnérables à être exposées au trauma. Il y a quatre raisons qui expliqueraient cette vulnérabilité. Déjà, de façon générale, on sait que la population est à risque s'ils ont certains facteurs. Donc, par exemple, d'être plus dépendants aux autres, d'être plus isolés, d'avoir certains stress ou difficultés de gestion des émotions. On sait que les personnes autistes peuvent présenter certaines de ces manifestations, entre autres les difficultés sociales ou encore de l'isolement, ce qui fait que certains facteurs de risque sont plus présents chez la population autiste. Ensuite, il y a le soutien social. Le soutien social est décrit comme un des facteurs de protection les plus importants. Quand on est exposé à un événement potentiellement traumatique, si notre soutien social est gros, il y a moins de chances de développer un trouble de stress post-traumatique. Mais on sait également que les personnes autistes ont généralement un soutien plus faible en fréquence, puis en proportion. Finalement, il y a tout ce qui est biologique. Je n'irai pas en détail, c'est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir dans l'aspect biologique, c'est que les personnes autistes, puis les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique, les répercussions neuronales sont assez similaires, ce qui fait que les personnes autistes sont préalablement plus sensibles à être exposées à un événement traumatique, mais aussi de développer des réactions traumatiques. Les personnes autistes vont avoir certaines manifestations qui sont similaires aux troubles de stress post-traumatique, entre autres la difficulté de gestion des émotions ou encore l'isolement. Puis finalement, on a la théorie de l'évitement. La théorie de l'évitement, ce qu'elle décrit, c'est que si on a tendance à, bon, par exemple, on prend un exemple, mais si, par exemple, j'ai un accident de voiture, puis plus tard, je décide de ne plus utiliser la voiture parce que j'ai été traumatisée à la suite de cet accident, mon trauma et mes répercussions viennent d'être plus importantes. C'est le concept de l'évitement. En fait, ce qu'on sait sur les personnes autistes, c'est que rapidement, elles peuvent percevoir des stimuli inoffensifs comme dangereux. Par exemple, des stimuli sensoriels. Donc, les personnes autistes peuvent avoir plus tendance à éviter certaines situations qui peuvent être inoffensives, ce qui augmente leur vulnérabilité à développer des symptômes de stress post-traumatique. Donc, lorsque moi j'ai appris tout ça, en fait, je me spécialise plus en trauma que la population autiste, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de constater que les personnes autistes sont effectivement plus vulnérables à être exposées à des événements qui peuvent être traumatiques. Puis en fait, il y a peu d'études qui se sont penchées sur le sujet des sources. On a beaucoup d'études qui se parlent des interventions, qui parlent des questionnaires. Mais en termes de sources, qu'est-ce qui est traumatique chez les personnes autistes? Il y a peu de choses qui est abordé à ce sujet. On a donc Kearns aux États-Unis et son équipe qui sont venus se questionner en 2022 sur le sujet et à l'aide d'une analyse qualitative, donc ils sont venus passer des entrevues, on est venu recenser, ils sont venus en fait pas moi, mais ils sont venus recenser les sources qui sont traumatiques pour les personnes autistes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé des entrevues à 29 personnes, des personnes autistes, mais aussi des preneurs de soins. Ce qu'on veut dire, c'est les caretakers, donc des personnes, des aidants naturels, des parents, des professionnels. Puis à l'aide d'entrevue, on est allé voir ce qui a été traumatique pour ces personnes-là à l'enfance. Puis les résultats sont assez intéressants parce que, bon, je les ai nommés ici, je ne les dirai pas pour que ce ne soit pas trop long, vous pouvez les regarder rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est que de ces 16 sources, on voit qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas issues du critère A du DSM. Puis là, je vais m'expliquer. Pour avoir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, on doit répondre au critère A obligatoirement. Puis le critère A explicite que pour avoir un trouble de stress post-traumatique, on doit avoir été exposé à la mort ou à des menaces de mort, d'avoir des blessures graves ou des violences sexuelles. Si on regarde les résultats ici de l'étude, il y a plusieurs sources qui ne répondent pas à ce critère, mais on parle quand même de personnes qui disent avoir vécu quelque chose de traumatique. Entre autres, les expériences sensorielles, les changements et transitions ou encore la confusion sociale
qui sont quand même des réalités fréquentes chez les personnes autistes. Dans les résultats, c'est sûr qu'on a aussi tout ce qui est abus physique et sexuel qui, eux, rentrent dans la définition plus typique, habituelle de ce qu'on voit du trouble de stress post-traumatique. Donc, encore une fois, la lecture de cette étude, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de constater que, en fait, c'est peut-être plus la perception de la personne de ce qu'elle a été confrontée, de ce qu'elle a vu, qui est intéressant et non pas, en tant que telle, la définition pathologique et médicale du trouble de stress post-traumatique. Donc, dans le même sens que Kearns et son équipe, je suis venue me poser 3 questions. Donc, déjà, quelles sont les sources traumatiques rapportées par les personnes autistes? Qu'est-ce qu'une personne autiste ou une personne, peu importe la personne, est confrontée et trouve traumatique? Ensuite, comme je vous disais un peu, ma deuxième question, c'est la proportion des catégories qui entrent dans la définition du critère A. Donc, de toutes les sources que je vais trouver, combien rentre réellement dans la définition d'un trouble de stress post-traumatique classique et pathologique de l'exposition à la mort, des menaces de mort, des surfaces et violences sexuelles? Puis finalement, on est venu voir, en fait, comparer mon étude d'entendre en mémoire, puis celle de Kearns et compagnie, pour voir si les résultats sont reproduits. Comment j'ai fait ça? Moi aussi, je suis allée faire une étude qualitative parce que c'était vraiment important pour moi de prendre le point de vue des personnes autistes et non pas des professionnels, des gens de la vie de tous les jours. Je voulais vraiment le point de vue des personnes autistes. Ce qu'on est venu faire, on est venu chercher 2 forums. Donc, un forum du Royaume-Uni, puis un forum de France. On garde quand même confidentiel, juste pour garder une confidentialité des messages. Mais ces forums-là, c'est des endroits où les personnes autistes, mais aussi les parents, les professionnels peuvent parler de toutes sortes de sujets. Donc, on a juste besoin de se créer un compte où on peut discuter de plein de choses. On est donc venu retirer tous les messages qui ont été publiés en 2010 et 2020 sur ces 2 forums. Puis on est venu extraire uniquement ceux qui abordaient le trauma. C'est important pour nous que le mot trauma soit présent pour justement prendre mot pour mot le point de vue de la personne. On veut vraiment qu'elle dise elle-même qu'elle a vécu un trauma et non pas que quelqu'un d'autre le dise ou quelqu'un d'autre lui impose ce vécu. Par la suite, comme je vous disais, il y a toutes sortes de personnes qui peuvent publier sur ces forums. Donc pour nous, c'était encore une fois très important que ce soit des personnes autistes qu'on prend en considération. Beaucoup des messages avaient des signatures. Donc, par exemple, pour moi, ce serait Charlotte professionnelle, pour d'autres, ce serait Mathieu personnaliste. Donc, pour nous, c'était vraiment important de prendre uniquement les messages qui étaient signés comme une personne qui s'identifie ou comme quelqu'un qui est autiste. On est venu généraliser à des personnes qui s'identifient comme étant autistes puisqu'on n'a pas de diagnostic officiel. Mais donc, tous les messages qui n'avaient pas de signature ou que c'était une autre signature que quelqu'un qui était autiste, on les a tous enlevés pour vraiment garder le point de vue. Puis par la suite, on est venu retirer tous les messages qui n'abordaient pas la source. Si quelqu'un disait uniquement qu'il a été traumatisé dans son enfance, pour l'étude, ça ne nous aidait pas beaucoup. Donc c'est vraiment important qu'on ait la source explicite dans le message pour qu'on puisse en faire une analyse. Et donc par la suite, on est venu faire une analyse thématique. On est venu recenser et catégoriser toutes les sources qui sont donc considérées traumatiques par les personnes autistes. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? En fait, c'est assez intéressant. On est venu regrouper les différentes sources en différentes catégories. Et donc, on commence avec les catégories plus classiques qu'on voit encore une fois dans le DSM, qu'on voit dans les diagnostics de troubles de stress post-traumatique. Tout ce qui est abus, donc les abus psychologiques, physiques et sexuels, que ce soit par un membre de la famille, un partenaire, une personne non spécifiée, donc quand la personne, elle ne nommait pas qui avait été l'auteur de l'abus, puis finalement, toute autre personne, amis, voisins, ont été recensés. Les abus psychologiques ont grandement été recensés, c'est pour ça que je les ai mis en gras. Vous allez voir, il y en a quelques-uns qui vont être en gras. C'est les plus importants, en fait, ceux qui ont été le plus fréquemment nommés. Par la suite, on a les décès, donc les décès d'un proche, que ce soit par suicide ou par d'autres causes. Donc, une autre cause, on parle par exemple de maladie ou juste de cause naturelle. Sinon, il y a les accidents ou d'être encore une fois témoin de violence. Donc, si une personne est confrontée à ces événements, elle peut répondre aux critères, donc avoir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. C'est un bon critère, donc qui est 2 mois après l'événement, d'avoir encore des manifestations puis des répercussions. Par la suite, ce qu'on rentre dans le contenu très intéressant, je trouve, c'est ce qui n'est pas du DSM. Donc, ces personnes ont été confrontées par des événements
mais ne peuvent pas en retirer de diagnostic ou des fois on peut peut-être négliger le trauma qui est vécu à la suite de l'exposition à tous ces événements. Donc, on a tout ce qui est institutionnel. L'école a beaucoup été recensée, particulièrement l'intimidation, puis ça, c'était très large, que ce soit l'intimidation à l'école primaire, au lycée, à l'université, tout ça. Donc, l'intimidation à l'école a beaucoup été recensée, mais sinon, on a tout ce qui est le personnel scolaire en manque de formation, le système scolaire général, que ce soit les examens, les devoirs, une routine qui peut différer ou encore d'aller dehors avec plein de monde, dynamique de groupe, les groupes de popularité, tout ça. Les dîners aussi avec les stimuli sensoriels, la nourriture. Donc, tout ça à l'école a été recensé. Ensuite, on a tout ce qui est médical. Quand même intéressant de voir que les diagnostics est nommé. En fait, dans les diagnostics, on parle de plusieurs diagnostics. Mais ce qui est intéressant dans le contexte ici, c'est l'obtention du diagnostic d'autisme est recensé comme traumatique pour certains, mais aussi l'obtention tardive du diagnostic. Donc, des gens qui sont diagnostiqués à l'âge adulte, c'est recensé comme traumatique, le fait de ne pas s'être compris toute son enfance. Si on a tout ce qui est examens médicaux, les examens qui sont invasifs, donc de se délider devant un professionnel, pour certains personnels médicaux, encore une fois, un manque de formation, la médication, l'évaluation santé mentale, des questions qui sont quand même difficiles pour certains. Ensuite, on a le travail. La maltraitance, beaucoup recensée aussi, que ce soit la maltraitance par les employés ou l'employeur. Juste la maltraitance au travail, de se faire intimider au travail, d'avoir de mauvaises relations. De façon générale aussi, le relationnel qui est recensé comme traumatique, donc juste les relations au travail, encore une fois, c'est un peu comme la dynamique des groupes, la popularité, les groupes d'amis plus serrés, les finances, d'être plus pauvre, avoir plus d'argent, donc c'est quelque chose qui est nommé comme traumatique, d'être sans emploi. Vous allez voir, parfois, je mets autres. Les catégories hautes, c'est quand quelqu'un va juste réussir qu'elle a été traumatique, par exemple, par son milieu de travail, sans nommer pourquoi, ou ce sont les sources qui ont été nommées que par une seule personne. Par exemple, ici, dans la catégorie haute, il y a le passage d'entrevue pour se trouver un emploi. Ça, c'est une seule personne l'a nommé, mais c'est pour moi quand même important de le prendre en compte. Donc, c'est sûr qu'à la lecture de mon mémoire, je les explicite plus, c'est ceux qui sont considérés autres, mais ils sont quand même importants en considération. Je pense que c'est ça aussi l'objectif de mon mémoire, c'était vraiment de prendre le point de vue de tout le monde individuellement, que ce soit une personne seule qui a été confrontée à ça ou un groupe de personnes. Ensuite, très intéressant, les processus judiciaires. Donc, ce qui est nommé ici, c'est la réception des huissiers à la maison ou encore le passage en cours avec les stimuli, les lumières, le manque de compréhension du domaine juridique. Puis finalement, il y a la protection de la jeunesse. En France, je crois que c'est l'aide sociale à l'enfance. Ce qui est nommé ici comme traumatique, c'est la perte d'autonomie. Donc, un travail social où un professionnel vient chez soi, dans son espace, prendre un peu le contrôle, mettre un cadre sur ses propres enfants, donc recenser, donc, quelque chose qui est traumatique pour ces personnes. Ensuite, pas étonnant, considérant les manifestations de l'autisme, on a tout ce qui est les relations sociales. D'abord, la négativité, beaucoup recensée comme traumatique. Dans le cas, je l'ai mis en gras ici, ce qu'on veut dire par la négativité. Ce sont toutes les interactions sociales qui sont basées que sur du négatif. Donc, que ce soit de se plaindre ou de parler d'une méchante façon de quelqu'un, ou c'est ça. Donc, d'être négatif dans une relation. Mais on a aussi les interactions sociales. Donc, de façon générale, toutes sortes d'interactions, c'est pas le contenu de l'interaction qui est traumatique, mais c'est vraiment l'interaction en tant que d'avoir un dialogue avec quelqu'un. Ensuite, les relations avec la famille. On parle beaucoup des disciplinaires, donc d'avoir beaucoup de familles à la maison, des gens qui ne comprennent pas nécessairement, qui sont pas nécessairement au courant du diagnostic et de nos manifestations d'autisme. Sinon, de ne pas être compris. Donc, d'avoir une interaction avec quelqu'un, mais que la personne devant nous ne nous comprenne pas, ne comprend pas ce qu'on dit, ne comprend pas notre langage non verbal, ou à l'inverse, l'incompréhension d'autrui. Donc, que nous, on ne comprenne pas ce que la personne devant nous mentionne. Par la suite, des nouvelles personnes. Donc, que ce soit d'intégrer un nouveau groupe et d'avoir une discussion avec eux, ou tout simplement de ne pas avoir de discussion avec eux, mais vraiment de rencontrer des nouvelles personnes. Puis encore une fois, on a la catégorie autre. Il y a la honte qui est nommée ici comme traumatique, la honte dans une relation sociale, ou encore il y avait la punition collective. Donc, par exemple, dans un contexte de groupe, que tout le monde se fasse punir. Ça, c'était quelque chose qui était recensé comme traumatique dans les relations sociales.
Ensuite, on a tout ce qui est dans la sphère sensorielle et émotionnelle. Encore une fois, pas étonnant, considérant les manifestations de l'autisme, on a les stimuli. Donc, les 5 stimuli ont été recensés. On peut voir, par exemple, une personne qui mentionnait que d'aller chez le coiffeur, ça lui est arrivé une fois qu'on n'est jamais retourné. C'est un exemple ici d'évitement, mais parce que le coiffeur était traumatique en raison des odeurs, des sensations des cheveux. Donc, les stimuli recensés comme traumatiques, puis il y a plusieurs expériences autour de ça. Ensuite, il y a l'exposition indirecte. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'exposition indirecte? C'est d'être témoin par le biais de médias, de choses qui nous traumatisent. Donc, on a par exemple quelqu'un qui a recensé dans les médias les tours jumelles en 2001 à New York, qui était particulièrement traumatisant pour cette personne qui pense encore, puis il y a des cauchemars, il y a des répercussions encore aujourd'hui dues à cette. En fait, il n'était pas présent sur les lieux, mais il l'a vu à la télévision. Ce qui a été assez pour lui pour créer ce traumatisme. On a aussi certains films, entre autres les films pornographiques ou les films d'horreur sanguinolents, qui sont nommés comme traumatiques, puis les lectures aussi dans des livres. C'est vraiment tout ce qui passe par le biais d'un média. Par la suite, on a les émotions fortes. Ce qui est particulièrement recensé ici dans les messages, c'est le changement émotionnel, le changement verbal ou non verbal d'une personne qui passe d'une certaine émotion à une autre, particulièrement la colère. Donc, de devenir plus rouge, de monter le ton, de devenir plus tendu. C'est des observations des personnes autistes ont des changements, les personnes qui parlaient dans le contexte du message. C'est ce qu'elles ressentent comme traumatique, c'est vraiment le changement émotionnel. On va parler de la colère des autres, mais aussi de sa propre colère et nommée par certains comme étant traumatisant le changement émotionnel. Ne pas se sentir à la hauteur. Ici, ce qu'on veut dire, c'est quand on se fait demander une tâche, qui pour plusieurs, ça pourrait sembler banal, facile, mais pour cette personne, ce n'était pas possible. Par exemple, je me souviens à la lecture des messages, on avait une personne qui rapportait des verres dans une soirée, puis tout est tombé. Donc, cette personne, elle, c'est traumatique de penser que plusieurs personnes dans la salle auraient été en mesure de faire cette petite chose, mais que pour elle, c'était pas facile, elle avait des difficultés dans la motricité, donc elle est encore traumatisée par cet événement spécifique et par le fait de ne pas se sentir à la hauteur, contrairement aux personnes neurotypiques ou à d'autres personnes. Puis par la suite, on a le stress, donc d'être stressé, c'est particulièrement les réactions physiologiques, les maux de ventre, la chaleur, donc ça, encore une fois, c'est considéré comme traumatique pour cette personne. Ensuite, on a les événements marquants. Les événements marquants, c'est des événements que tout le monde vit ou que pas tout le monde. On est vraiment venu regrouper les deux. Donc, pour certains de ces événements-là, c'est une période de vie. Par exemple, l'adolescence. L'adolescence a été nommée traumatique par plusieurs. Le fait de passer par la puberté, d'avoir du poids, des menstruations, donc tout ça, c'est traumatique. C'est une transition qui n'est pas facile pour plusieurs personnes qui partageaient leur vécu par rapport à l'adolescence. Ensuite, pas tout le monde a vécu, mais la parentalité. Que notre enfant ait des difficultés, que ce soit des difficultés en termes de santé mentale ou santé physique ou comportementale. Donc, de voir son enfant mieux avec des difficultés. Par la suite, de laisser son enfant à la garderie. Je ne sais pas si en France c'est aussi la garderie, je viens de me poser la question, mais à la petite école, de laisser son enfant à la petite école, puis de voir le quitter, de vivre cette séparation pour une journée. Puis finalement, il y a la transition d'âge de son enfant. Donc la transition d'âge, c'est encore une fois particulièrement l'adolescence qui est nommée. Ce que les parents décrivent ici, c'est un peu de revivre l'enfance de son enfant. C'est comme si, une fois à 14 ans, c'est plus difficile, puis c'est comme s'il faut recommencer l'apprentissage. Donc ça, c'est particulièrement traumatique pour certains. Puis finalement, dans la séparation, encore une fois, c'est un événement que pas tout le monde a vécu, mais certains qui l'ont vécu nomment que c'est traumatique. Que ce soit la séparation d'un parent, quand on est jeune ou même quand on est vieux. Donc, de voir ses parents se séparer, de devoir changer la routine, de devoir changer, en fait, de voir une relation qu'on aimait, qu'on se basait, qui vient de rompre. Ou sinon, notre propre séparation, encore une fois, de perdre une personne de confiance, de perdre une routine, une transition c'est une transition qui est importante. Donc, ça, c'était les événements marquants. En fait, ça fait pas mal le tour des sources qui ont été nommées. On a une catégorie autre, que je n'ai pas abordée ici, je peux en parler rapidement, mais c'est encore une fois, ce sont les sources qui ont été uniquement nommées par une seule personne,
Dans mon mémoire, c'est bien décrit. Il y a une personne qui parlait de la gastro, de la gastroentérite, que la personne est encore traumatisée par cette maladie, que c'est comme rendu que c'est excessif dans son lavage de main, vraiment en raison d'une expérience de gastro. Sinon, on a quelqu'un qui parlait du yoga. Donc, tous les stimuli du yoga, mais c'était vraiment la proprioception, donc c'était plus que les stimuli. Bref, ça, c'est des événements qu'une seule personne en a vu, mais qui sont quand même importants à prendre en considération parce qu'encore une fois, c'est la perception de la personne qui vient influencer comment elle voit un événement qui peut sembler tout à fait ordinaire pour certains. Donc ça répond à notre première question de recherche, les sources traumatiques. Et donc, on entre dans notre deuxième question. De ces sources qu'on a trouvées, combien rentrent dans le critère A du DSM pour le diagnostic de troubles de stress post-traumatique? Puis je vais le répéter, je le rappelle, le critère A, on parle d'exposition à la mort ou à des menaces de mort, des blessures graves ou des violences sexuelles, qu'on soit directement exposé ou d'être témoin, ou sinon d'apprendre qu'un proche a vécu. Donc ça, c'est vraiment le critère. Nous, on est venu recenser 64 sources. En fait, on est vraiment venu prendre chaque petite source individuelle, par exemple, abus psychologique par un membre de la famille, ça c'est considéré comme une source. Donc on est vraiment venu toutes les compter et ça fait un total de 64 sources. De ces 64 sources, on est venu manuellement classer lesquelles faisaient partie donc, du critère A et lesquelles ne faisaient pas partie. Et donc, de ces sources, on a uniquement 18 qui entrent dans la définition du critère A et qui, pour donc, on peut obtenir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Et c'est les 18 premières que je vous ai nommées, que sont les abus, accidents, témoins de violence et la mort d'un proche. Et donc, on en a 46 qui n'entrent pas dans la définition du DSM. C'est quand même très intéressant de voir ça parce qu'on se dit qu'effectivement, c'est une simple petite partie qui rentre dans la grande définition médicale du trouble de stress post-traumatique et du trauma. En statistique, je l'ai mis ici, mais c'est vraiment 71,9% de ces sources-là qui ne sont pas du DSM. Ensuite, on est quand même venu se questionner sur la fréquence d'exposition, parce que peut-être que, dans le fond, oui, il y a plus de sources qui ne sont pas du DSM, mais en fait, la majorité sont exposées à des sources du DSM. Bien, en fait, c'est le contraire. Ce qu'on est venu faire pour ça, c'est que, bon, je vous ai dit qu'on avait 310 messages sur les forums. Et de ces messages, certains donnaient plus qu'une source. Donc, c'est venu nous donner 391 expériences traumatiques. De ces 391, il y en a uniquement 103 qui ont été classifiés dans le DSM et donc 288 qui ne sont pas classifiés dans le DSM. Ce qu'on peut en déduire de ça, c'est que la fréquence d'exposition est plus importante aux événements, sont plus importantes pour les événements qui sont soit du DSM que les événements qui sont du DSM. Ce petit paragraphe, en fait, vient corroborer les résultats qui ont été faits dans le passé par un auteur, je vous parlerai de l'auteur, du deuxième auteur plus tard, mais c'est Copeland et compagnie, donc le base aux États-Unis. Eux, c'était pas pour la population autiste spécifiquement, c'était pour la population générale, mais ils sont venus chercher en fait ce qu'on appelle des événements de low magnitude, en français des événements de faible ampleur. C'est un peu ce que nous, on est venu classer dans les événements qui ne sont pas du DSM. Donc, par exemple, l'intimidation qui pourrait être considérée comme une source de faible ampleur. Ce que Copeland a réalisé avec son équipe, c'est que la majorité, en fait, c'est que la fréquence d'exposition est beaucoup plus importante pour les événements qui sont de faible ampleur. Ainsi, dans la société, on peut se questionner sur le nombre d'événements traumatiques qui ne sont pas pris en considération, qu'on ne parle pas assez, mais parce qu'ils sont considérés comme étant de faible ampleur. Voilà, ça part plein de questionnements. Moi, j'ai vraiment été intéressée par cette étude parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important à prendre en considération, à quel point les événements de faible ampleur devraient être plus pris en considération étant donné qu'ils ont des répercussions qui peuvent être considérées comme traumatiques. Ensuite, la troisième question, c'était la comparaison avec Kearns. Je vais rapidement ici, mais toutes les sources qu'on a trouvées en fait sur les 64, Kearns les avait toutes recensées. On a trouvé 8 autres sources, mais c'est des sources très spécifiques et particulières. Je les ai nommées ici. Les accusations non fondées au travail, ça, c'est de se faire accuser d'avoir fait quelque chose, mais qu'on n'est pas la personne qui l'a fait, en fait. D'être sans emploi. Certaines autres sources de travail, puis certaines autres sources sociales. Donc, encore une fois, c'est des trucs très spécifiques.
Les processus judiciaires ne pas se sentir à la hauteur, le stress, donc les répercussions physiologiques, puis de laisser son enfant à la garde. Bon, ça c'est encore une fois très intéressant, c'est très listé. Après, ce qui est intéressant, je pense que c'est de venir discuter de ça. Qu'est-ce que ça nous apporte à réfléchir toutes ces sources qui ont été nommées? Et pour moi, il y a 3 choses qui ont été importantes à discuter. Premièrement, on peut voir qu'il y a des sources qui sont spécifiques aux personnes autistes. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a peu de questionnaires encore sur le trauma qui vont vraiment venir se baser sur la particularité de l'autisme. Mais il y a certaines sources qui sont vraiment spécifiques aux personnes autistes et les personnes neurotypiques ne vont pas vivre ou être trop confrontées. Entre autres, l'absence de diagnostic. Une personne qui a reçu un diagnostic tardif, il y en a plusieurs qui même que c'est traumatique, mais jamais on va se questionner en tant que personne neurotypique sur cette source puisqu'on ne l'a pas vécu. C'est pour ça que c'est important de prendre en considération dans nos évaluations ces petites sources qui peuvent être spécifiques aux personnes autistes et que la population générale ne vivra pas nécessairement. Ensuite, il y a tout ce qui est la sphère sensorielle, qui est quand même plus prompt à être vécu par les personnes autistes. Puis il y a certaines thérapies qui sont spécifiques aux populations autistes. On parle entre autres de l'analyse appliquée du comportement, donc l'ABA. Je ne rentrerai pas dans les débats, je sais que c'est des débats actuels qui se passent sur les impacts de certaines thérapies ou certaines interventions, mais il faut quand même penser que ça a été recensé par certaines personnes comme étant des thérapies qui sont invasives, qui sont traumatiques. Donc, encore une fois, important de prendre en considération ces sources quand on est avec des gens qui ont un diagnostic de trouble de spectre de l'autisme, puisque ce n'est pas quelque chose de traumatique qu'on va se questionner habituellement avec des populations neurotypiques, mais qui sont effectivement importantes. Ensuite, on a toutes les sources qui sont générales. Donc, les sources qui peuvent être vécues par toutes sortes de personnes, des personnes autistes, des personnes neurotypiques, des personnes avec d'autres diagnostics. Mais ce qu'on peut se questionner, c'est que certaines particularités des personnes autistes peuvent augmenter leur fréquence d'exposition, mais aussi les conséquences. Je m'explique. Par exemple, on sait que certaines personnes autistes ont des difficultés dans tout ce qui est social, dans les interactions. Mais ça peut plus les confronter à l'intimidation à l'école, par exemple. Donc, les statistiques montrent que les personnes autistes sont plus exposées au traumatisme de l'intimidation. Par exemple, aussi, le manque de formation chez les professionnels. Bon, je pense que tout le monde peut vivre un trauma par une expérience avec un professionnel, que ce soit un professionnel médical ou scolaire. Mais il faut considérer que chez les personnes autistes, il y a des besoins qui ne sont pas nécessairement répondus par les professionnels. Puis, un manque de formation est encore plus important, je pense, dans ces populations qui sont plus vulnérables. Il y a aussi tout ce qui est les conséquences amplifiées. Il y a une étude très intéressante dans le cadre de mon mémoire que j'avais lu par rapport au deuil. Les personnes autistes confrontées au deuil, ce serait plus difficile pour certaines de passer en fait le cycle du deuil, parce que c'est quand même un concept abstrait, mais il y a aussi des difficultés de communication. Ce qui fait que les conséquences sont amplifiées, la personne peut être plus réticente à aller chercher de l'aide, moins comprendre le concept de la mort. Et donc, bien que n'importe qui puisse être traumatisé par un décès, ça peut être encore plus difficile pour les personnes autistes, étant donné certaines manifestations ou particularités de ce groupe. Encore une fois, c'est important de prendre les particularités de l'autisme en considération quand on fait une évaluation ou quand on vient voir le traumatisme ou les expériences traumatiques qui ont été vécues, parce qu'effectivement, les conséquences peuvent être plus importantes. Et là, on rentre dans les conséquences. En fait, ce n'était pas une question qui était d'emblée dans mon étude, mais à la lecture des messages sur les sites Internet, je voyais qu'il y a beaucoup de monde qui viennent exprimer, qui viennent recenser ce qu'ils ont vécu et les conséquences à la suite de l'exposition à ces événements. Ce qui est intéressant ici, c'est que les conséquences sont relativement similaires entre les événements de faible ampleur, qui ne sont pas du DSM, puis les événements qui sont du DSM. Les conséquences sont similaires, puis on parle entre autres d'hypervigilance, d'idéation suicidaire, de difficultés de sommeil, d'alimentation, de la perte de l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement les conséquences sont assez similaires, mais en plus, ces conséquences, c'est des conséquences qui sont présentes dans le DSM. Si on va voir le diagnostic de trouble de stress post-traumatique, il y a plusieurs répercussions que je viens de vous nommer qui sont des critères du TSBT.
Par exemple, l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est un trait qui est caractéristique, c'est vraiment typique du trouble de stress post-traumatique. Mais si une personne a vécu un événement traumatique qui n'est pas du critère A, malgré toutes les répercussions qui sont en termes de pathologique du diagnostic, elle ne peut pas avoir le diagnostic étant donné qu'elle n'a pas vécu quelque chose qui répond au critère A. Donc, quand même intéressant ici. Puis, encore plus, du fait qu'on voit que la prévalence des événements traumatiques qui sont de faible ampleur est plus importante. Donc, on parle de prévalence plus importante puis de conséquences similaires, mais la demande d'aide, de soutien n'est pas prise en considération étant donné que ça ne répond pas au critère A. C'est uniquement ce point qui fait que la population ne se questionne pas nécessairement sur ce que les personnes ont vécu, puisque les événements sont considérés de faible ampleur. Donc, encore une fois, très intéressant. C'est sûr qu'ici, c'est basé sur certains messages de forum, pas tout le monde en avait parlé, donc c'est pour ça que c'est plus peut-être une hypothèse, mais ce serait intéressant de venir plus pousser sur les conséquences de ces événements de faible ampleur. Puis, justement, là, je vous parlais d'une étude de Copeland, je vais vous parler d'une étude relativement similaire de Rumball et son équipe, qui, eux, encore une fois, c'est pour les personnes neurotypiques, mais de la population générale, en fait, mais sont venus se questionner sur les conséquences des événements de faible ampleur, puis les conséquences des événements qui sont considérés comme de troubles de stress post-traumatique. Puisque ce qu'il a réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de conséquences similaires. Dans son étude, il voyait que c'était quand même plus important les conséquences étaient plus importantes chez les gens qui ont été exposés à des événements du DSM. Mais ce qu'il disait, c'est que la prévalence est tellement plus importante pour les événements de faible ampleur qu'au final, dans la société, les répercussions sont beaucoup plus importantes de façon dans la société, donc que ce soit les coûts, les répercussions de façon générale, puisqu'il y a une plus haute prévalence, une plus haute fréquence d'exposition aux événements de faible ampleur, les conséquences sont importantes dans la société, plus importantes de les conséquences. Donc, qu'est-ce que tout ça nous fait réaliser? C'est un peu ma confusion ici, c'est que premièrement, c'est tellement important de prendre en considération quand on rencontre quelqu'un, que ce soit dans notre pratique ou juste dans la vie de tous les jours, c'est de prendre en considération la perception d'une personne quand elle a été exposée à quelque chose. On a tendance, en tout cas, moi dans mon domaine, j'ai tendance à faire des évaluations sur tout le vécu de la personne. Si la personne me dit qu'elle a vécu l'intimidation, je ne vais pas nécessairement pousser plus loin. Mais c'est quand même important ici de justement venir pousser plus loin. Est-ce que cette intimidation, est-ce que ce petit événement qui pour nous peut sembler si ordinaire, si banal, est en fait a été super important dans la vie de cette personne. Et donc, c'est super important de prendre en considération cette perception-là, parce que c'est ça qui va venir déterminer si la personne a considéré son vécu comme traumatique ou pas. Là, je parle des personnes autistes, mais je peux parler de n'importe quelle population. Je pense qu'ici, la perception de la personne est super importante. Ensuite, j'en ai pas beaucoup parlé, c'était plus dans ce qui était du biologique, c'est quand même important de le nommer, c'est d'être sensible aux manifestations. En fait, comme je vous disais, il y a des similarités biologiques entre le trouble de stress post-traumatique et l'autisme, mais ce que ça fait, c'est que certaines manifestations chez une personne peuvent provenir en fait du trouble de stress post-traumatique. Par exemple, l'isolement. Une personne qui vit un trouble de stress post-traumatique peut avoir comme conséquence de s'isoler, d'avoir des croyances erronées sur le monde, que le monde est mauvais. Mais peut-être qu'on a une personne autiste devant nous qui on va dire « Ah, ben elle s'isole, c'est parce que ça fait partie des manifestations d'autisme. » Mais en fait, on ne prend pas en considération que ça, c'est relié au trouble de stress post-traumatique. Et c'est pour ça que c'est important de venir diviser en fait les causes, puis de venir travailler sur la cause première qui peut être le trouble de stress post-traumatique, même si les manifestations sont similaires. Ensuite, c'est super important de venir sensibiliser les professionnels, les proches, je pense que la population générale, sur les différentes sources qui peuvent être traumatiques pour certains, ce qui va éviter une victimisation ou encore un traumatisme inconscient. Par exemple, on a nommé que certaines thérapies, certaines évaluations santé mentale, même physiques, peuvent être traumatiques. Mais maintenant, on est des professionnels pour la plupart, ou des proches. C'est important de se sensibiliser et de prendre en considération ça. Comment on peut éviter de faire revivre à cette personne quelque chose de traumatique, quelque chose qui peut avoir des répercussions?
C'est la même chose dans les questionnaires et les interventions sur le trauma. Dans les questionnaires, est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher un peu plus l'aspect qualitatif, de venir voir dans le vécu de la personne, qu'est-ce qu'elle a perçu comme traumatique, pas qu'est-ce que mon manuel du DSM me dit qui est traumatique. Finalement, l'étude, c'est sûr qu'elle a permis de contribuer à la recherche parce que ça nous a permis de reproduire des résultats. Je pense que c'est important de continuer en ce sens pour vraiment venir faire une espèce de portrait général sur les sources qui sont considérées traumatiques, puisque ça va nous permettre d'ajuster peut-être les questionnaires sur le trauma pour finalement faire quelque chose qui est peut-être plus adapté à certaines populations ou même à la population générale, mais qui prend vraiment en considération la perception des personnes autistes.